Très bien. J'espère que ça va aller. Déjà, un grand merci à toute l'équipe mobilisée parce que on apprend tous aussi dans ces moments. On aurait préféré se retrouver. Et Manuel devait venir, comme tu le disais, Jean-François, l'année dernière pour la campagne du Carême. Évidemment, ça a été annulé à la dernière minute. Cette année, ça ne sera pas possible. On espère que la prochaine campagne, et au-delà du Carême, qu'il y aura des occasions de se retrouver tous ensemble prochainement. Donc, merci aussi pour la proposition d'intervention, puisque comme aujourd'hui, on voulait aborder la situation du Pérou, c'est une grande chance de pouvoir compter avec la présence de Manuel pour aborder le travail du CAAP, un partenaire stratégique du CCFD Terres Solidaires au Pérou. Moi, je suis chargé de mission sur la région andine, qui comprend le Pérou, la Bolivie et la Colombie. Et le Pérou a une place particulière dans la stratégie du CCFD. Donc, je voulais vous dire juste quelques mots d'introduction sur le travail du CCFD auprès de ses partenaires au Pérou, et en particulier en Amazonie, puisque, comme vous le savez, l'Amazonie est un territoire très riche, mais aussi exposé à beaucoup de menaces. Donc, en tant que CCFD, on a voulu, depuis quelques années, se doter d'un document cadre sur l'Amazonie. L'Amazonie, la Panamazonie, comme on dit, elle comprend 9 pays. Et en tant que CCFD Terres Solidaires, nous, on a des partenaires dans 4 pays. Donc, le Pérou, la Bolivie, la Colombie et le Brésil, évidemment, qui concentrent l'immense majorité de ce territoire amazonien. Et on s'est vite rendu compte qu'on faisait face à 2 enjeux dans cette région amazonienne qu'on souhaite accompagner à travers le partenariat. D'abord, il y a la question de l'extractivisme, comme on l'appelle, c'est cette surexploitation des ressources naturelles. On parle beaucoup de l'exploitation pétrolière, qui a un rôle très fort en Amazonie, mais il y a tout un ensemble d'autres menaces, l'agro-industrie, l'élevage intensif, les monocultures intensives. On peut parler d'huile de palme, qui est notamment très répandue au Pérou, et ça a un rôle dans la déforestation, puisque si ça reste une surface cultivée, c'est une culture unique, comme son nom l'indique, et qui ravage les sols, qui appauvrit les sols et qui détruit toute la biodiversité qui fait la richesse de l'Amazonie. Malheureusement, je pourrais continuer pendant de longues minutes sur la liste un peu des menaces sur le territoire amazonien. Il y a aussi la coupe du bois, beaucoup de pression qui s'exerce par des acteurs à la fois privés, des entreprises, mais aussi avec la complicité de certains gouvernements. Donc, ce qu'on a souhaité déjà nous aborder à travers notre partenariat, c'est comment contribuer à notre niveau et avec le travail des partenaires à la défense de ce territoire amazonien, qui est menacé et qui est malheureusement menacé de plus en plus depuis la crise du Covid. Et le deuxième enjeu qu'on s'est donné en tant que CCFD dans la région amazonienne, c'est comment contribuer à ce qu'on appelle l'interculturalité, se vivre ensemble en Amazonie. Comme je vous le disais, l'Amazonie, c'est une région très diverse, très étendue, avec d'énormes défis logistiques aussi, mais avec une grande diversité culturelle qui a tendance à se perdre. On a vu que beaucoup de peuples indigènes pouvaient être en risque de disparition. Beaucoup ont déjà disparu et les épidémies ont déjà fait des ravages au cours des siècles précédents. Le Covid, malheureusement, c'est qu'un soubresaut de l'histoire en Amazonie, puisque, comme vous le savez, il y a eu déjà énormément de maladies qui sont arrivées avec les colons et qui ont décimé les populations indigènes. Donc, il y a tout un enjeu de conservation, déjà, de ces populations, de défense, et également, comme on dit en espagnol, d'empoderamiento, de empowerment, de comment ces peuples opprimés de longue date peuvent devenir acteurs de leur propre développement. Ça, c'est un enjeu majeur qu'on retrouve dans le partenariat du CCFD et qui s'applique particulièrement à l'Amazonie. Comment redonner la voix et le pouvoir à ces populations isolées, marginalisées et souvent complètement oubliées par les politiques publiques.
puisque justement le CAP, donc le Centre d'anthropologie et d'application pratique pour l'Amazonie, réalise un travail intégral. Ils accompagnent des populations sur place, dans plusieurs territoires amazoniens, et ils font aussi un travail d'analyse critique, de recherche, d'investigation, de publication, qui permet aussi de diffuser ces problématiques de l'Amazonie. Et ce travail, il est important au niveau du Pérou, parce que souvent le Pérou a tendance à oublier un peu le sort de l'Amazonie. Et il est important aussi au niveau panamazonien, au niveau régional. Et nous, en tant que CCFD Terre Solidaire, on a été amené à être en lien avec le CAP lors des forums sociaux panamazoniens. Beaucoup d'entre vous doivent connaître le Forum social mondial, qui est cette initiative née au début des années 2000 pour faire discuter la société civile. Il y a eu un forum social panamazonien, donc c'était une déclinaison géographique du FSM, qui s'organise tous les 3-4 ans. Et en tant que CCFD Terre Solidaire, on a trouvé ça très intéressant de s'y associer, de le soutenir et d'y participer. Ça nous a permis de rencontrer beaucoup d'associations, beaucoup d'ONG, et notamment, parmi d'autres, le CAP. Et c'est ce qui nous a aussi intéressés dans le travail du CAP, c'est qu'ils sont très en lien avec d'autres associations au Pérou, en Amérique latine, à l'échelle internationale. Donc voilà, toutes ces raisons nous ont menés à travailler avec le CAP. Et je suis très content que Manuel puisse nous accompagner aujourd'hui pour nous parler un peu plus en détail de son travail et aussi de l'engagement du CAP dans l'Église au sein de l'Amazonie, avec tous les événements importants qui se sont déroulés au cours des derniers mois. Merci. Merci Martin, merci bien pour toute cette présentation qui est particulièrement importante. Alors, je vais peut-être inviter Manuel Cornejo à parler un petit peu, à présenter peut-être brièvement le CAAP, le CAP, et puis nous parler un petit peu des moyens d'action qu'ils ont mis en place et des résultats qu'ils ont pu obtenir. Sí, bueno, buenos días a todos. Bonjour à toutes et à tous, à nouveau. Mon nom est Manuel Cornejo. J'appartiens au CAAP. Comme l'a bien dit Martin, c'est une institution créée par les évêques de l'Amazonie péruvienne en 1974, en dialogue avec les changements du monde produits par le changement de l'Église, comme la théologie de la libération, le deuxième concilium et le dialogue avec d'autres institutions académiques et de la société civile. Alors, depuis le début, le CAP a une doctrine sociale de l'Église, a promu, a encouragé la participation d'acteurs des peuples indigènes amazoniens. Le rôle du CAP depuis ses débuts a été très important pour pouvoir sensibiliser le pays à l'importance de l'Amazonie et de ses peuples. Comme il a bien dit Martin, ce qu'on connaît en dehors, c'est le monde andin, le Machu Picchu, Cusco, et l'Amazonie est toujours reléguée. Le rôle du CAP a été toujours de rendre visible l'importance de l'Amazonie. Une des premières actions qu'a fait le CAP est en 1976 de faire un recensement des populations indigènes de l'Amazonie, qui a été le premier recensement. Avant cela, on ne savait pas combien de peuples indigènes il y avait, combien ils étaient, quels étaient les dangers auxquels ils étaient exposés. On ne connaissait rien de tout ça. Et le CAP, comme Église, accompagné de beaucoup de volontaires comme vous et de beaucoup de missionnaires, ils ont fait un recensement
sans l'aide du gouvernement. Et ce recensement a été le premier espace pour pouvoir définir ultérieurement des politiques publiques vers ces peuples. Les années suivantes, le CAP a encouragé l'implémentation des politiques publiques, la création de bureaux de l'État de soutien aux peuples indigènes, comme l'ombudsman, oui, le défenseur du peuple, qui a promu le CAP, l'Office des peuples indigènes du défenseur du peuple. Il a aussi encouragé la loi des consultations précédentes. En 2011, c'était un travail de beaucoup d'années, aussi avec le soutien de beaucoup d'organisations de la société civile et de l'Église. Ils ont encouragé l'approbation de la Convention 169 de l'OIT. Les dernières années, le CAP est toujours à la lumière des documents de la doctrine sociale de l'Église, notamment ceux du pape François, comme on promeut le protagonisme, que les peuples indigènes soient les protagonistes de leur propre développement, de leur propre avenir, et le CAP les accompagne dans ce processus. Et quels sont ces processus? Comme disait Martin, le CAP est une institution qui, depuis ses débuts, s'est rendu compte qu'elle devait travailler comme un réseau, comme une maille de pêche qui soit sur plusieurs niveaux, au niveau local, des formations des communautés très éloignées, aux leaders, aux jeunes, aux indigènes, ainsi que créer des processus régionaux d'incidence avec d'autres organisations de la société civile et des peuples indigènes. C'est là le mettre dans un plan national à Lima, parce que c'est le Pérou, parce que le Pérou est un pays centraliste très hiérarchique. Lima rassemble un tiers de la population du Pérou et la croissance qu'a Lima est très inégalitaire avec les autres régions économiques, éducatives, d'accès à la santé. Alors, depuis Lima, le CAP promeut des espaces d'incidence avec ces organisations indigènes qui amènent toutes ces problématiques des territoires, d'accès aux services publics, d'initiatives autonomes sur le bien vivre, sur le territoire intégral, comme je vous dis, coordonné avec d'autres institutions. Alors, le CAP rassemble des réseaux qui peuvent dialoguer avec l'État. Nous sommes, par exemple, dans ces derniers mois, essayé de voir au Congrès, d'encourager au Congrès une discussion sur un projet de loi en faveur de la mer nature en accompagnant des organisations indigènes amazoniennes et en accompagnant également d'autres organisations de la société civile. Nous avons également une autre proposition de loi en défense des rivières. C'est une thématique que nous travaillons également. En même temps, le CAP, comme le Pérou, en revenant à ce qu'a dit Martin sur le pays qui a l'air de se voir de l'extérieur comme un pays andin, ce qui est sur les pays andins, les publications, il y en a beaucoup. Par exemple, il y a un auteur français qui a édité un livre en 1928 de Paul Rivet. Paul Rivet a publié la première édition de Awamaipona, qui est un chroniste du XVIIe siècle, une édition importante qui a marqué toute une étape d'études sur les peuples andins. Donc, alors que les études amazoniennes sont reléguées, et même au niveau de l'académie, et donc nous encourageons que les universités fassent des masters, des cours, des séminaires
des soutiens de thèse pour connaître plus la richesse culturelle amazonienne. Également, ces dernières années, que cela soit en accord avec ce que dit le pape François sur le protagonisme des indigènes. Donc, nous travaillons et accompagnons des intellectuels et des étudiants de master indiens, indigènes, à travers des soutiens à leur thèse, des publications, de livres. Et cela est important car le Pérou est dans un contexte de bicentenaire, comme disait Martin. En 1900, cette année, en 2021, nous aurons 200 ans de République. Et à dire de beaucoup d'historiens, nous sommes une République incomplue. C'est peu poétique, c'est un peu poétique, mais c'est dévastateur. Pourquoi? Parce que le Pérou a 30 millions d'habitants, mais de ces 30 millions, seulement un tiers exerce sa citoyenneté, ses droits citoyens. Les autres, non. C'est pour cela, dans cela sont inclus les peuples indigènes amazoniens. Et c'est intéressant car les peuples indigènes amazoniens, à partir de toute une narrative qui s'est faite à travers des écrits historiques, de la littérature, de voyageurs, beaucoup de Français qui sont venus au Pérou, comme Marc-Antoine Otiné, Platon, ont encouragé et ont congelé une image comme d'un indigène, comme si c'était un sauvage qui n'avait pas d'histoire, cannibale et qui était un obstacle pour le développement. Donc, le défi comme institution, c'est de déconstruire cette image, de faire voir que l'indigène est un sujet actif et un sujet avec des capacités qui peuvent nous interpeller comme société. Tengo una consulta nomás. Disculpa, Manuel. Excusez-moi, je vois des questions sur comment avoir la traduction. Il faut cliquer sur interprétation en bas à droite de Zoom et vous pouvez choisir le canal français. Normalement, c'est désactivé, donc vous entendez Manuel, c'est la version originale. Mais voilà, il faut cliquer sur interprétation, le petit rond, et sélectionner français. Normalement, ça marche très bien. Donc, j'espère que tout le monde pourra le faire. Disculpa, Manuel, ya era solo para clarificar esto. ¿Me están escuchando bien? Vous m'entendez bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Puedo continuar entonces. Listo. Ah, Bueno, bien. gracias. Gracias, Martín. Entonces, el resto Alors, le reste du CAP comme institution est à la lumière de la doctrine sociale de l'Église et de rendre visible pas uniquement la problématique, mais aussi la capacité de gestion de ces peuples indigènes qui sont toujours menacés par les propres politiques publiques du gouvernement péruvien. Le gouvernement péruvien s'est créé toujours par une élite éduquée qui a toujours son regard vers l'Europe. Par exemple, jusqu'à il y a 70 ans, l'aristocratie et la classe moyenne haute de Lima parlaient le français, qui était la langue cultivée. Il y avait beaucoup de voyageurs et diplomates qui se surprenaient de pouvoir parler français. C'est comme ce qui s'est passé avec Lévi-Strauss au Brésil, parce que quand il a été à Rio, la majorité de personnes parlaient français, les gens lettrés, éduqués. L'idiome général, la langue générale de l'époque était le français. Ça, c'est le cas aussi au Pérou. C'est pourquoi ce voyageur allemand, Humboldt, parlait de que Lima était beaucoup plus proche de l'Europe que de la jungle. La jungle, la forêt amazonienne était très éloignée, très incomprise.
Et toute cette hérédité de ces années, depuis la création de la République, se maintient jusqu'à maintenant. Les imaginaires sont difficiles de changer. C'est ce que disent beaucoup de critiques. Luczynski, par exemple, mentionne cela. Les images perdurent. Et donc, même si les sociétés sont dynamiques et les contextes soient différents, on reste avec des images congelées. Dans le cas amazonien, c'est très complexe de pouvoir intégrer dans cette image raciste qu'a la société péruvienne. Je voulais également parler, dans ce qui me reste, dans les 5 minutes qui me restent, un peu au contexte du COVID-19. Parce que le COVID-19 a réaffirmé tout ce que je viens de dire, toutes ces narratives et toutes ces inégalités historiques. Donc, je vais vous montrer quelques photos pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de dire. Lo que vemos acá es que, Ce que nous voyons ici, c'est comme je vous disais, le contexte national, le contexte péruvien, et particulièrement en Amazonie, ils s'expérimentent les impacts du COVID. Que s'est-il passé avec le COVID au Pérou, qui est une société informelle? Si informelle, imaginez-vous que de 10 personnes, 7 travaillent dans l'économie informelle. Ils travaillent au jour le jour, qui doivent sortir, travailler le jour, sans avoir 1 euro, sans avoir une seule pièce, et ils doivent retourner à 7, 8 heures, 9 heures, 10 heures du soir avec l'argent du jour. Ils sont totalement informels, et cette économie informelle a été très durement frappée par la situation. Cela est également arrivé dans les zones rurales et aussi dans la zone amazonienne, donc affecte les indigènes. Cela a questionné notre narratif de modèle de développement à succès qui est soutenu par l'État et les pouvoirs économiques, parce que les derniers 20 ans, à l'époque de Fujimori, qui était une dictature, allait dire partout, même en Europe, que le Pérou était dans un niveau de classe moyenne haute. Chose qui n'était pas vraie, n'a jamais été vraie. C'est un pays très inégalitaire, presque aussi inégalitaire que le Brésil, que Panama ou que d'autres pays. Donc, depuis le début de la pandémie, en mars, il y a 1 an, nous avons vu ces problèmes structurels que nous avons depuis la naissance comme république, une asymétrie dans les relations de pouvoir, avec des conditions de discrimination, d'inégalité, et c'est dans ce contexte-là que les peuples indigènes exercent leur citoyenneté. Donc, à porte du bicentenaire, donc 200 ans d'indépendance, les avancements en matière de droits des peuples indigènes ont l'air très insuffisants. Nous sommes très loin d'être une société démocratique, interculturelle, et on se rappellera de nous par la précarité institutionnelle et la corruption. Comme disait Martin aussi, nous avons un système politiquement corrompu. C'est la quantité de milliers de sols qui finissent dans les mains des corrompus et qui ne permettent pas que le Pérou puisse se développer et puisse être une société plus juste et plus solidaire. Ces facteurs reflètent la possibilité de la corruption, en possibilité la mobilisation de beaucoup de jeunes qui ont
réussi à faire partir un gouvernement de facto en novembre de l'année dernière. Et nous sommes dans un gouvernement de transition et les prochaines élections, c'est en 3 semaines. On voit dans les photos que la participation de l'Église, les religieuses qui la soutiennent en alimentation dans le contexte du COVID, parce que l'État a manqué d'une stratégie intégrale et d'une perspective interculturelle pour le pays. On doit reconnaître que, au-delà des avancements des dernières années, les peuples indigènes ne sont pas prioritaires dans les politiques publiques. Et les conditions de vie des peuples indigènes continuent d'être très précaires. Il y a une insécurité territoriale, un accès très limité aux services de santé, d'éducation. En plus, c'est plutôt d'imposer plutôt que de le mettre en tant qu'un enjeu interculturel. Face à la crise sanitaire du COVID-19, l'État a eu une réponse très tardive des soldats qui allaient soutenir dans les mesures de COVID-19 pour les communautés, une réponse tardive d'attention aux communautés. Ils ont développé des programmes avec très peu de rôle interculturel et ça a été très critiqué par les organisations indigènes. Dans ce contexte du COVID, l'État, comme disait Martin, nous sommes un pays qui met la priorité sur les ressources naturelles. Nous vivons des richesses naturelles. Dans l'époque coloniale, nous avions une phrase qui disait « ça vaut un Pérou ». Ici, il y a eu beaucoup de mythes, comme celui de Dorado, le pays de la cannelle et d'autres mythes, qui effectivement montrent que le Pérou est un pays avec beaucoup de ressources naturelles, mais qui base son développement sur cela, sur des matières premières. Alors, par exemple, nous exportons des matières premières aujourd'hui en Chine avec beaucoup de minerais et ça a des conséquences sur la vulnération des droits des zones andines et beaucoup aussi dans les zones amazoniennes. Donc, l'État, pour réactiver l'économie, dans le contexte du COVID qui a perdu beaucoup de millions, il y a une réactivation d'activités extractives, des méga-projets, des monocultures, de l'huile de palme, des infrastructures et des routes. Mais dans ce scénario, les peuples indigènes et leurs organisations continuent de se fortifier, de fortifier leurs capacités d'incidence avec beaucoup plus d'interlocutions au niveau local, national et international. Ils ont eu une série de stratégies devant la pandémie du COVID avec les plantes médicinales, avec des groupes qui allaient faire de la prévention avec des plantes médicinales. Et ils interdisaient l'entrée dans les communautés des contacts extérieurs ou aussi des enfants qui font de la communication sur les mesures à prendre. Dans ce contexte de COVID, les femmes indigènes ont participé dans diverses instances de prise de décision. Une des leçons que nous a laissé la crise de COVID aux peuples indiens amazoniens, c'est de pouvoir fortifier la gouvernance de leur territoire. Le contrôle territorial a été une action qui a aidé à éviter la propagation de la pandémie, même si c'était insuffisant. Les mesures du gouvernement, par contre, elles étaient contre-productives pour éviter les contagions. En plus, les organisations indigènes exigent que les politiques publiques respectent la gouvernance indigène et qui respectent la reconnaissance du rôle clé qui ont joué
les communautés pour pouvoir soutenir les infectés du COVID, comme nous voyons dans les photos. De cette même façon, le COVID, au milieu du COVID, nous avons pu rencontrer d'autres problématiques à partir de cette pression du gouvernement pour les ressources naturelles au milieu du COVID et des quarantaines focalisées ou des confinements. Il y a une série de conflits sociaux qui se développaient. Dans le moment du COVID, sont morts 8 leaders indigènes, défenseurs de l'environnement, qui défendaient leur territoire. Ici, nous voyons dans un conflit qu'il y a eu dans la zone de Bretaña et Loreto, où il y a eu un affrontement avec la police, entre la police et un peuple indigène de Tucumán. Ils ont eu également d'autres problématiques, comme l'accès à Internet. En Pérou, l'accès à Internet, c'est un luxe. Dans les zones rurales, il n'y a pas accès à Internet. Alors, toute l'éducation de cette année, dans cette année de pandémie, a été virtuelle dans les écoles, comme dans d'autres pays. Mais en Amazonie, cela n'est pas arrivé. Donc, les enfants ont perdu toute l'année d'école. Donc, il y a eu beaucoup de réclamations sur ça. Et devant ça, il faut remarquer le rôle qu'ont joué les radios de l'Église catholique. Car si ça n'avait pas été par les radios de l'Église catholique qui ont assumé ce rôle, les enfants, ils auraient perdu complètement l'année. Ils ont commencé à émettre des programmes éducatifs encouragés par l'Église catholique en alliance avec le ministère de l'Éducation. Le COVID a également créé d'autres problèmes très forts avec une consonance internationale, comme c'est la thématique des migrants. Ici, vous voyez la frontière du Pérou et du Brésil, et il y a des migrants haïtiens qui étaient une colonie française, et il y a beaucoup d'Haïtiens au Brésil et qui ont voulu passer au Pérou, mais ils n'ont pas réussi. Et ils sont dans les frontières. Ici, on voit un Haïtien qui veut passer au Pérou parce qu'au Brésil, il n'y a pas d'aliments. Il n'y a pas une politique qui le soutient. Le gouvernement de Bolsonaro est très réactionnaire avec ce migrant. Et dans cette zone, qui appartient à une juridiction ecclésiastique, le vicariat de Porto Maldonado, est intéressant parce qu'il y a une alliance entre l'Église du Pérou, l'Église du Brésil et l'Église du Bolivie pour pouvoir soutenir et aider ces migrants. Ici, il y a un autre conflit social, comme je vous disais, il y a des affrontements. Mais ce qu'il y a eu aussi, surtout, c'est qu'il y a eu une présence des indigènes avec des propositions claires, sérieuses, cohérentes sur comment mener à bien le travail de prévention du COVID-19 pour que cela n'affecte pas les communautés. Ici, nous voyons un leader indigène qui donne ses apports, qui ne fait pas uniquement des demandes, mais qui fait ses apports sur sa cosmovision au ministre de Santé du Pérou pour qu'il assume une politique interculturelle. La dernière est une photo où il y a d'autres indigènes de la région avec un autre ministre, le ministre de la Culture, où ils lui rendent un document avec ses apports pour le COVID. Ce que nous voyons, c'est qu'au milieu du contexte du COVID, cette terrible inégalité qui existe au Pérou avec les peuples indigènes, ils continuent de lutter pour le respect de ces droits en relation avec le territoire, la participation politique
la protection des défenseurs et défenseuses des droits humains en ayant comme cadre la fortification de leur processus d'autonomie face au gouvernement, ainsi que la reconnaissance de leurs titres communaux pour la reconnaissance et pour s'assurer de leur bien-être social, de leur survivance politique et culturelle. C'est dans ce sens que nous travaillons avec le CCFD sur la gouvernance des peuples indigènes qui est fondamentale pour un modèle de développement qui empêche l'exploitation des ressources naturelles. En 2018, Puerto Maldonado, en dialogue avec les peuples indigènes, disait les États nationaux de la partie amazonienne voyaient toujours l'Amazonie comme un hangar pour juste sortir les ressources. Cette réponse des indigènes, c'est une réponse à cette politique qui priorise l'exploitation des ressources naturelles avec des très bas standards environnementaux et de droits humains. Donc, dans ce contexte de COVID et de bicentenaire, je pense que les peuples indigènes et l'Amazonie ne sont pas si éloignés de vous, de France, ni d'Europe, mais c'est relevant pour construire un modèle de développement qui puisse garder la maison commune, qui aide contre la crise climatique, contre les relations asymétriques de pouvoir. Et pour cela, depuis le CAP, nous faisons une alliance avec l'Église catholique, le secteur académique, la société civile, des acteurs locaux, nationaux, internationaux, et aussi avec l'État pour encourager une gestion et politique publique qui respecte le droit des indigènes en relation avec le territoire, les consultations d'avant et les processus de migration et les consultations politiques. Merci beaucoup.